Alors, allons-y. Alors, bonjour. Merci à toutes, à tous et à tous d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue aux personnes qui se joignent à nous pour la première fois. Merci à celles qui nous sont fidèles. Pour commencer, permettez-moi de rappeler que le projet Sa vie LGBTQ se déroule sur des terres qui n'ont été ni vendues ni achetées, et c'est donc sur des terres volées que nous nous rencontrons aujourd'hui. Le projet Sa vie LGBTQ est administré à Tiohtià:ke, connu comme Montréal, dont nous reconnaissons qu'il s'agit d'une terre autochtone non cédée, lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, en particulier la nation Kanien'kehá:ka, qui en est la gardienne. C'est avec humilité et gratitude que nous reconnaissons que nous sommes ici en terre d'accueil et que les conséquences de la colonisation, marquées par les traumatismes et le déracinement, sont encore actuelles pour les peuples autochtones. La journée d'aujourd'hui contient 2 blocs. Le premier, très attendu, se déroule maintenant jusqu'à 11 heures. C'est notre panel sur le vécu des personnes LGBTQ+ en région. Et j'en profite pour remercier nos panélistes qui ont généreusement accepté de partager aujourd'hui leur expérience et leur vision avec nous. Le deuxième bloc, non moins attendu, de 13h à 14h30, est une présentation d'Isabelle Côté, co-directrice du projet Marianne Chabot, chercheuse postdoctorale, sur le volet parcours de vie. Alors, la journée va se terminer vers 14h45 sur le mot de clôture. Alors, je vous souhaite, sans plus tarder, donc je vais vous souhaiter une bonne journée avec nous et passer la parole à notre excellente animatrice, Marie-Christine William-Plouffe. Marie-Christine, la parole est à toi. Bonjour, bon matin tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci aussi aux panélistes d'être avec nous ce matin pour le panel, nous partager leur expérience personnelle. Comme vous savez, le projet Sa vie LGBTQ est censé aborder la diversité des vécus, notamment les réalités des personnes LGBTQ+, qui vivent en région à l'extérieur de Montréal. C'est vrai qu'il existe des défis aussi en lien avec les réalités des personnes LGBTQ+, en région, mais il y a également des points positifs à être en région. Donc, nous allons pouvoir aborder ça avec les panélistes. Martin m'a soumis la parole, mais je constate qu'en fait, il fallait tout d'abord faire la présentation d'une œuvre avant. Donc, je laisse la parole à mes 2 collègues pour pouvoir présenter l'œuvre, puis on vous revient après pour le panel. Oui, bon matin, bonjour à tous. Merci aux Journées annuelles Sa vie de nous permettre de parler de Rebâtir le ciel. Je m'appelle Michel Lemelin. Je suis l'écrivaine qui a participé à la création de l'œuvre avec mon ami photographe Simon Aymon, qui va vous parler un peu plus tard. On prend ce 15 minutes-là avec vous pour vous parler, bien sûr, du contenu de l'œuvre, vous parler aussi de son corps, comment cet objet-là existe et de quelle façon aussi, pour nous, il est queer dans son existence. Et si on a du temps à la fin, on voudrait un peu parler du fait qu'on considère que, bien que le contenu de l'œuvre soit universel, on nous reconduit souvent dans la diffusion. Les questions qui entourent l'œuvre, c'est est-ce que c'est pire ou mieux en région versus la ville? Et que souvent, c'est ça, c'est reconduit davantage dans l'espace médiatique que peut-être dans nos réalités. Rebâtir le ciel, qu'est-ce que ça raconte? C'est un projet que Simon a initié et auquel je me suis joint. Simon a lancé dans les réseaux sociaux, dans ses réseaux sociaux, un appel au témoignage. Donc, il y a 33 personnes qui ont répondu à l'appel. Et ce que Simon voulait faire au départ, c'était simplement de faire un petit journal, quelque chose qui allait avoir quelques pages et qu'on allait distribuer dans les écoles primaires et secondaires de la région.
En cours de route, le projet a énormément évolué. Il reste qu'au départ de recevoir 33 témoignages, dont plusieurs étaient des personnes qui n'avaient pas fait de coming out, que la famille immédiate n'était pas au courant. Il y avait une délicatesse autant au niveau du travail photographique qu'au niveau de comment on allait utiliser le matériau, du témoignage pour faire un texte. Il y avait une délicatesse assez importante à faire, ce qui fait que en cours de route, l'idée du ciel est apparue. D'une part, parce qu'on se disait, ce qui relie tous les gens de notre communauté en région, c'est souvent le ciel. À la ville, à cause de la pollution lumineuse, on voit beaucoup moins bien le ciel. Et je pense, en tout cas moi, j'ai grandi souvent en me tournant vers l'obscurité et vers la voûte céleste la nuit pour me consoler ou pour me retrouver ou pour me sentir faire partie d'une humanité. Donc, il y avait ça qui était au cœur du projet. Et aussi, se greffait aussi l'idée que notre hypothèse artistique, c'était de dire que peut-être qu'un peu à la façon dont on a vécu une révolution copernicienne, donc qu'on est sorti de l'idée que la Terre était le centre de l'univers et que l'univers était beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe. On posait aussi l'hypothèse que peut-être qu'actuellement, on est en train de vivre une révolution du genre et du désir et qu'on sort aussi de cette idée binaire et très hétéronormé de qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est être une femme et qu'est-ce que c'est le désir. Donc, on voulait renvoyer un peu ce qui se passe actuellement en Occident surtout, ce qui se passe actuellement dans nos communautés, dans nos prises de parole, dans notre politisation aussi, et dans cette façon de défaire justement les a priori liés au genre et au désir. Donc, il y avait ça aussi. Et effectivement, il y avait cette idée que quand on lève les yeux vers le ciel, pourquoi cet espace si complexe ne serait pas reflété chez les humains? Pourquoi les humains devraient-ils être aussi simples et à nouveau binaires? Ce que Rebâtir le ciel raconte, c'est une trame, c'est plus un chant choral. Il n'y a pas de titre au chapitre, on ne peut pas reconnaître des personnages. Il y a des lecteurs qui nous ont dit c'est une expérience de lecture étrange dans la mesure où je ne me retrouve nulle part, mais je me retrouve partout. Et on voulait aussi que ce soit vrai pour quelqu'un qui n'est pas de notre communauté, parce qu'au final, Rebâtir le ciel, ça questionne comment on se construit comme individu, peu importe notre identité de genre, peu importe notre désir, peu importe notre attirance romantique. Donc, ça parle aussi non seulement ça parle à tout le continuum du genre et du désir et pas seulement à des niches dans ce continuum-là. Le travail photographique s'est fait entièrement la nuit. Et c'est en post-production que Simon a fait apparaître les gens de la communauté. Simon, tout à l'heure, il va vous montrer l'œuvre, il va la manipuler, puis il va vous parler un peu comment elle est construite. Et il y a un fil d'Ariane dans toute l'œuvre qui est beaucoup plus poétique. Et ce que ça raconte, ce fil-là, c'est un peu justement la réalisation, en faisant une référence toujours avec le cosmos, que lorsqu'on réalise qu'on n'arrive pas nécessairement à performer l'hétérosexualité ou l'hétéronormativité et qu'on est un peu dans l'enfance surtout et dans l'adolescence, qu'on est débalancé par ça, c'est comme un texte qui vient comme rassurer le lecteur et dire non, cette complexité-là, elle est importante et tu n'es pas seul. Donc, c'est comme le fil d'Ariane qui vient lier l'ensemble des textes et des photographies aussi. Je vais laisser la parole à Simon pour qu'il vous parle de l'œuvre, puis on se retrouve en fin de cet échange-là. Allô tout le monde, je m'appelle Simon Aymon.
Donc, nous, c'était super important de faire, oui, un contenu intéressant, mais si le contenant de l'œuvre n'était pas cohérent, pour nous, c'était plus ou moins intéressant. On voulait que le lecteuriste, quand il reçoit Rebâtir le ciel dans ses mains, qu'il vienne tout de suite questionner aussi les codes du livre, comme on devrait questionner les codes de genre qu'on assigne à un être humain selon ce qui entre les jambes. Donc, soit un pénis, soit un vagin, on va associer tout de suite des codes par rapport à ça. Même chose pour le livre, il y a absolument une page couverture avec un titre, avec des numéros de page, alors que nous, on a voulu complètement déconstruire ça avec l'équipe de design graphique Critérium de Québec. Donc, d'entrée de jeu, il faut apprendre à lire l'œuvre, il faut l'apprivoiser, il faut être curieux, curieuse de l'objet. Puis je peux même le montrer parce que je pense que Michel n'en voit pas, c'est moi qui parle. C'est une. Je vais me reculer même. C'est une enveloppe plastique avec des points rappelant des constellations. Puis, c'est assez gigantesque aussi, donc ça demande une espèce d'immersion. On est vraiment immergé par les images. Donc, c'est quelque chose qui engage beaucoup le corps, notre propre corps dans la lecture. Puis, à l'intérieur, la complexité aussi, c'est que vu qu'on fait photo-texte, on ne voulait pas que ça soit binaire, vu qu'on essaie de déconstruire la binarité dans cette œuvre-là. Donc, on a vraiment essayé de créer une relation avec les textes et les photos qui étaient plus fluides, qui n'étaient pas... j'ai fait des photos, Michel écrit des textes par rapport à ces photos-là. On a complètement évité ça, ou le contraire, c'est qu'on s'est alimenté, nous, durant tout le processus pour justement que tout fonctionne ensemble. Puis, ça donne vraiment, en fait, je ne sais pas si on va bien voir, là. Ça donne vraiment un objet immense avec les pages grises qui viennent faire apparaître, faire disparaître les photographies, faire apparaître ou disparaître le texte aussi. Puis, chaque image de comète, finalement, de la NASA, puis ce sont des vraies comètes qui ont parcouru nos ciels, vient comme rappeler un peu le côté précieux de l'identité, insaisissable aussi de l'être humain. Puis, j'aime beaucoup dire que quand j'ai commencé ce projet-là, moi, ça m'a permis de faire apparaître le placard dans lequel j'étais enfermé, je dirais même les placards, parce que moi, au début du projet, je m'identifiais comme un homme cisgenre homosexuel. Et d'avoir écouté les gens témoigner, ça m'a vraiment... c'était comme un point de non-retour envers ce que j'avais toujours tait en moi, là. J'avais plus de possibilité de m'en éloigner. Puis pour moi, Rebâtir le ciel, c'est de mettre une matière sur le placard invisible de notre communauté, des placards invisibles de notre communauté, parce qu'on parle souvent d'un communiard, mais je trouve qu'on fait des communiards dans nos vies, là, presque tous les jours, là. Quand tu sors de la binarité, je trouve que les communiards, tu t'additionnes plus rapidement aussi parce que tu es souvent confronté à l'incompréhension. Donc, d'être devant une œuvre que tu ne comprendras pas peut-être du premier coup, pour moi, c'est tellement précieux. C'est comme si cette œuvre-là pouvait prendre la parole pour nous dans une certaine mesure où on pouvait prendre un break, de toujours venir parler de nos douleurs, mais aussi parler de notre beauté. Puis, tu sais, le contexte est très régional dans le sens où, oui, notre bassin a été fait au Saint-Lac-Saint-Jean et en Gaspésie. Quelqu'un qui vient de la région reconnaît les endroits qui sont parlés dans les textes. Mais Michel va poursuivre là-dessus, mais au final, le discours est plutôt universel et ce n'est pas une dualité entre les régions et les villes. Oui, bien en fait, le fait d'avoir été très local puis de décrire des réalités locales, bon, c'est le grand classique là, en art, si tu veux être universel, soit le plus local possible. Puis c'est pas quelque chose qu'on a cherché à faire nécessairement, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que
et ça, c'est Simon et moi qui pensons ça. C'est pas nécessairement, on parle pas pour toute la communauté, mais on s'est comme rendu compte qu'on soit en ville ou en région, parce qu'il y a aussi des gens qui ont témoigné qui viennent de la région, qui sont allés vivre en ville, qui y vivent encore. Il y en a d'autres qui sont partis à Montréal, qui sont venus après 10, 12, 20 ans pour revenir dans la région. Donc, il y avait ces témoignages-là, ces expériences différentes-là qui se rencontrent aussi dans Rebâtir le ciel. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les mécanismes d'oppression, peu importe où on est, sont les mêmes, sont très semblables et ils ne sont pas activés de la même façon et ils ne sont pas vécus de la même façon. En région, ce qu'on a beaucoup entendu, c'est que beaucoup de personnes de notre communauté qui quittent la région ont le sentiment, en arrivant en ville, de pouvoir cesser de performer l'hétéronormativité. Et c'est là, justement, où les gens vont partir davantage à la recherche de leur expression de genre, de leur identité. Mais en même temps, on pense que de plus en plus, en tout cas ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Claude va sûrement en témoigner, là, il y a une espèce d'effervescence en ce moment dans la région et on sent que la communauté commence à être visible et à être aussi sollicitée pour prendre la parole. Donc, Rebâtir le ciel est comme une goutte de plus là, dans cette espèce d'effervescence qu'il y a ici au Saguenay, Lac-Saint-Jean, bien sûr. Donc, voilà, c'est la présentation qu'on vous fait de Rebâtir le ciel. Je pense que vous avez vu dans le chat, vous pouvez consulter notre boutique en ligne, rebâtirleciel.com. On a aussi une page Facebook où toutes les entrevues qu'on a données sont présentes. Donc, merci beaucoup de nous avoir reçus. Rebonjour tout le monde. Donc, on va pouvoir poursuivre avec le panel. Donc, je me représente rapidement. Mon nom, c'est Marie-Christine. Je suis candidate à la maîtrise en travail social à l'Université du Québec en Outaouais. Je suis également auxiliaire de recherche dans le projet Sa vie LGBTQ depuis maintenant 3 ans. Donc, ça me fait super plaisir d'être ici ce matin pour animer le panel sur le vécu des personnes LGBTQ+, en région. Donc, on espère que le panel d'aujourd'hui saura mettre en lumière la diversité des expériences entre les préjugés et la fierté de nos communautés. Donc, en commençant, j'inviterai tout d'abord nos panélistes à se présenter rapidement et nous dire de quelle région ils sont. Donc, peut-être qu'on pourrait y aller avec Bianca. Oui, bonjour. Merci Marie-Christine. Alors oui, je m'appelle Bianca Nugent. Je suis dans la région de l'Outaouais, en fait, depuis 1999. Alors oui, c'est 21 ans déjà. Et puis précisément plus dans la ville de Gatineau. Alors, mon pronom que j'utilise dans mes relations interpersonnelles, c'est elle. Je me considère comme une femme lesbienne, neurodivergente et aussi évidemment racisée. J'expliquerai un petit peu plus tard comment ce continuum identitaire a cheminé dans ma vie. Alors, bien heureuse d'être parmi vous ce matin. Bonjour à tout le monde. Merci. Bianca. Élise? Oui.
Je m'appelle Élise, je suis aux îles de la Madeleine depuis une vingtaine d'années. Je suis une femme, mais aussi une femme trans. Je porte le flambeau fièrement parce que je pense que ça fait changer les mentalités. Mes pronoms, c'est elle. Je suis aussi lesbienne, mais je me définis comme pansexuelle. Et puis, je suis très heureuse de participer à ça avec vous. Merci beaucoup, Élise. Claude. Alors, bonjour tout le monde. En passant, merci Michel et Simon. Alors, je suis Madame Claude, je suis de Chipcha au Saguenay. Je suis une femme ayant vécu un parcours trans et je suis au Saguenay depuis ma naissance. Alors, j'ai bien hâte de vous entretenir sur ce qui se passe chez nous. Merci, Claude. Il y a Diane aussi qui est avec nous. Bonjour tout le monde, Diane Labelle, je suis une personne non-binaire, Two-Spirit, et j'habite présentement avec ma conjointe, mes enfants et mes petits-enfants sur la réserve de Ganawagé, en milieu autochtone, où notre réalité est très différente. Alors, je suis heureuse de partager avec vous un peu de mon vécu, le vécu des gens chez nous, par chez nous. Merci beaucoup, Diane. Et Joanie. Donc, bonjour, Joanie Vendette. Je suis contente de pouvoir vous parler ce matin parce que je faisais face à une extinction de voix en début de semaine. Je suis contente que ça soit revenu. J'habite en Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda pour être plus précise, depuis 8 ans maintenant. Mais je suis née, j'ai grandi à Mont-Laurier, qui est une ville de moins de 14 000 habitants. Donc, ça vous donne une idée un peu de... Disons qu'il y a des similitudes. C'est moins éloigné, mais il y a des similitudes avec les régions. Je suis... en fait, je me suis définie comme bisexuelle pendant presque 10 ans. Aujourd'hui, je trouve que le terme pansexuel me définit beaucoup mieux, mais j'ai quand même un attachement, une certaine tendresse envers le terme bisexuel aussi. Je l'utilise parfois à l'occasion également. Et je suis contente d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup. Donc, rapidement, de la façon que ça va fonctionner, je vais vous poser des questions pour qu'on puisse discuter ensemble de vos réalités. Et vers 10h45, je vais inviter le public à nous envoyer leurs questions, des questions qu'il y aurait pour vous. Ça va me faire plaisir là, de pouvoir vous les poser au nom du public. Donc, si on se lance et on commence ensemble, il existe une idée préconçue que c'est plus difficile d'être une personne LGBTQ+, et de vivre en région. Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à ce préjugé? Peut-être me lancer. En fait, effectivement, je pense que c'est important de considérer que nos postures ou peut-être nos idées préconçues, nos préjugés sont amenés à évidemment évoluer avec le temps, là. Je répondrai à cette question-là dans une perspective plutôt de continuum. Alors, oui, effectivement, moi, j'habitais là, 21 ans à Montréal. J'ai été élevée au niveau de mon enfance plutôt dans une petite ville du sud-ouest de Montréal. Et par la suite, quand je suis venue m'installer dans la région de l'Outaouais, je me suis dit, je me posais évidemment la question à savoir, est-ce que j'étais pour avoir les mêmes activités. À l'époque, j'étais venue rejoindre ma conjointe de l'époque. Et pour moi, c'était quelque chose qui me préoccupait plus ou moins parce que j'étais assez active. Je pense que effectivement, ce préjugé-là devrait être considéré dans une perspective de, évidemment,
qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce que c'est à l'âge où est-ce qu'on en est rendu? Je pense que ça peut différencier en fonction de notre propre position, en fonction de où est-ce qu'on est rendu dans notre vie. Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'on est aux études? Est-ce qu'on y va pour des raisons professionnelles? Est-ce que évidemment, on y va pour changer simplement, comme on dirait des fois, le mal de place. Alors, c'est une perspective, moi, je pense, qui est extrêmement subjective et je peux dire moi, je trouve que dans la région de l'Outaouais, j'ai vécu, oui, des périodes dans les derniers 20 ans d'isolement. J'avais tendance à solliciter plus des activités à Montréal. Je sentais que c'était difficile de sortir le Montréal de la Gatinoise, mais je pourrais dire en ce moment, où est-ce que j'en suis dans ma vie, je ne pourrais pas dire que c'est le cas. Parce que, évidemment, les repères sont établis. J'ai 2 enfants. Les enfants sont déjà rendus au secondaire. Alors, il y a évidemment tout un microcosme de relations qui se sont installées. Là où est-ce que je pourrais dire que parfois, il peut y avoir peut-être un sentiment je pourrais dire, d'isolement sur justement l'accès peut-être à des fois des activités. Surtout, on n'est pas nécessairement amené à toujours être en relation. Alors, il y a des périodes où est-ce qu'on peut-être on est célibataire. Moi, j'ai vécu un divorce. Alors, effectivement, à ce moment-là, pour rencontrer, pour faire d'autres rencontres, pour évoluer sur d'autres pans de ma vie, ben, effectivement, il y a des périodes où je me dis, ben, peut-être qu'il y a moins de personnes à rencontrer ou que j'aimerais rencontrer, mais je pense que c'est extrêmement subjectif. Alors, moi, je m'arrêterais là pour briser la glace un peu, mais en soi, je pense que ça peut être une spirale, je pourrais dire, peut-être des fois d'isolement, mais je pense que ça parle aussi, évidemment, de nos stratégies d'adaptation. Puis ça, c'est important en tout cas, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi de retenir. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient répondre à ce préjugé qui existe envers le fait de vivre en région? Moi, si je peux prendre la parole, c'est sûr que c'est difficile à dire parce que quand tu fais ton coming out dans une région, tu ne le fais pas en ville. Donc, l'expérience est très personnelle. Moi, j'ai choisi de le faire en région parce que je suis bien ici, puis je pense que ma qualité de vie était plus importante là, que mon mal-être. Je vois beaucoup dans la communauté des gens qui vont choisir d'aller en ville versus vivre leur coming out en région. Puis il y a vraiment une différence entre la partie coming out et la partie vivre, la partie rencontrer des gens, comme Bianca le mentionnait. Il y a certainement beaucoup moins de personnes à rencontrer, beaucoup moins d'activités en région. Puis les gens, au niveau du coming out, il y a toute la notion de... On a moi, en tant que personne trans, j'avais ma transphobie personnelle à l'intérieur de moi. Je me disais que les gens allaient me juger de façon négative et je projetais ce jugement-là sur les yeux des gens. Donc, s'ils me connaissent, ils vont me juger. Et ça aurait été plus facile pour moi d'aller en ville, faire ça de façon anonyme. Et puis, personne ne m'aurait connu, puis ça aurait été donc bien facile. Mais la réalité que je vois, c'est que quand les personnes vont en ville faire un coming out, ils se retrouvent justement inconnus. Donc, en tant que personne trans, où on est, surtout pour les femmes trans, on est très visible, ça devient difficile de joindre les deux bouts. Ça devient difficile de se trouver un loyer, ça devient difficile de travailler. Donc, je pense que là, il y a vraiment un côté qui est très négatif à aller vivre en ville versus la région. Tandis qu'en région, les gens qui t'ont connu avant savent que tu es une bonne personne, savent que tu as des capacités, savent que tu as des qualités, puis que aussitôt qu'ils sont capables de passer,
par-dessus leur propre transphobie, ben, je trouve que l'égalité des chances devient plus équilibrée jusqu'à un certain point. Il y a aussi un autre point qui est intéressant, je trouve, en région, en lien avec ça, c'est surtout la capacité de communiquer avec les gens. Donc, quand tu es en ville, tu es face à l'anonymat. Puis si quelqu'un est transphobe ou agressif ou homophobe, tu risques de jamais le recroiser et il risque de jamais te recroiser aussi. Donc, il y a une espèce de je m'en foutisme qui est beaucoup plus facile à atteindre, disons, dans une grande ville versus en région où, moi aussi, je suis dans une municipalité où il y a une douzaine de mille habitants, puis c'est sûr que si quelqu'un tient des propos transphobes ou est agressif avec moi, je risque de le recroiser à l'épicerie, au dépanneur, au bureau de poste. Donc, le poids des actes est un peu différent, sans dire qu'il n'y a pas de transphobie. Je dirais surtout qu'elle est peut-être plus réprimée, ou en tout cas auto-réprimée jusqu'à un certain point. Donc, je pense qu'il y a cette espèce de notion-là de petitesse du territoire ou du nombre de personnes qui fait que les gestes sont un peu plus réfléchis, je pense. Et c'est peut-être plus facile, à mon sens, à moi, de faire un coming out en région. Au niveau de la rencontre, au niveau de la diversité, au niveau de la communauté LGBT, ben, effectivement, présentement, c'est beaucoup moindre et beaucoup moins stimulant. Mais bon, je laisse la parole. Justement, Élise, vous m'ouvrez la porte là, au prochain point que je voulais aborder avec vous. Comment s'est déroulé votre coming out? Est-ce que vous anticipiez de le faire? Est-ce que je poursuis? Diane veut prendre la parole. Je vais la... Parfait. Oui. C'est drôle parce que dans nos communautés, on n'a pas souvent des modèles. Alors, ça veut dire qu'on est toujours pris avec cette idée que qu'est-ce que j'ai qui ne va pas en moi? Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Alors, à cause du colonialisme et puis surtout avec les pensionnats, ce qui est arrivé, c'est que tout le monde a été mis dans cette situation de falloir ressembler à tout le monde. Hein? Alors, il y a un modèle qui nous a été imposé. Alors, ça demande de s'identifier de cette façon. Alors, pour moi aussi, c'était vraiment cette notion qu'il n'y avait pas de modèle. Alors, jusqu'à l'âge où j'ai quitté la communauté pour me rendre dans un centre urbain, même le questionnement, je le savais que oui, il y avait des attirances qui étaient différentes, mais même le fait de le nommer était difficile. Et ce n'est qu'une fois arrivée dans un centre urbain que j'ai été capable de dire « Ah, c'est ça ma différence, c'est ça qu'il y a ». Et ensuite, comme il y a quelqu'un qui a mentionné le fait qu'il y a un continuum d'identification qui se fait à travers la vie, mais pour moi, c'était le début. Et souvent, c'est ce qui manque dans les communautés aussi aujourd'hui, c'est cette incapacité de faire un lien avec un modèle ou d'être capable de dire « Ah, c'est ça », à l'exception de ce qu'on voit sur les médias. Mais sur les médias, on n'est pas reflété non plus. Hein? C'est toujours la communauté non autochtone qui est vue. Alors, oui, mais est-ce que ça fait partie de mon vécu? Est-ce que c'est la réalité de nos communautés? Parce qu'avec les pensionnats aussi, ce qui arrive, c'est qu'on nous dit que c'est un péché vraiment d'être différent et d'avoir même une sexualité. Ouf, on n'en parle pas. Alors, pour être capable de faire un lien ou identitaire avec les gens qui sont aux médias, qui sont projetés, souvent on dit « Ah, ça appartient au monde à l'extérieur. Hein? » Alors, et puisqu'il y a très peu d'individus qui vont s'ouvrir dans la vie, dans la communauté, disons que ça change un peu de nos jours, mais c'est que lorsque tu fais un coming out dans la communauté, ta famille fait un coming out aussi. Hein? Tout le monde se connaît, c'est une très petite population. Alors, si on va au bureau de poste et on te voit, mais là, ah, c'est la lesbienne. Hein? C'est la lesbienne de la communauté. Alors, tu es identifié de cette façon.
Alors, c'est très difficile. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les individus qui cherchent vraiment à faire un lien avec leur sexualité ou leur genre ou la différence qu'il y a en eux, vont quitter leur communauté et souvent aussi parce que c'est nécessaire en termes de sécurité personnelle parce que c'est vraiment plus... le potentiel de violence est encore plus élevé dans certaines communautés. Alors, il faut absolument quitter tout ce qu'on connaît et tout ce qui nous rattache à la terre et à la communauté, aux traditions, à la culture, pour être capable de faire une exploration de son identité, soit l'identité de genre ou sexualité, et d'être capable d'explorer cet aspect de nous-mêmes. Alors, ça devient, oui, isolant, parce qu'on s'isole de cette façon. Fait que même dans un centre urbain, on est isolé. Merci vraiment beaucoup, Diane, pour le partage. Il y a Claude aussi qui voudrait partager. Je remercie les panélistes précédentes. Elles ont ouvert des belles portes et dit beaucoup de choses que j'aurais dites aussi. J'ai eu aussi une éducation religieuse et tout. Et j'ai toujours su que j'étais femme. Par contre, j'ai fait le mot juste de coming out, l'excuse d'être, j'appelle ça l'excuse d'être, un coming out, très tard. Je l'ai fait passer la soixantaine. Donc, j'ai vécu en région, dans le secret, tout ça. Et aujourd'hui, je me demande si d'avoir vécu dans le secret, dans la honte, parce que là, on a parlé d'éducation religieuse, évidemment, moi, d'avoir le désir féminin, j'étais obsédé, j'étais malade, j'étais seul à travers le monde. Et j'ai toujours été une personne sociable, malgré que j'avais une grande gêne de moi-même. Alors, j'ai vécu certaines stigmatisations à ne pas être. C'est pas drôle à dire, mais effectivement. Par contre, quand on parle des préjugés en région, ça me fatigue un petit peu le préjugé de dire qu'en région, c'est moins facile. Je considère, je vais vous conter un petit peu mon expérience, je considère au contraire. Parce que pour moi, aller dans la métropole ou changer d'espace, c'est justement continuer à être dans le secret, continuer. Je m'en vais ailleurs pour être une autre personne, pour être ma vraie personne, mais en me cachant des miens, en me cachant de mon entourage. Donc, c'est une façon d'être encore dans le secret. Et l'autre chose que je vois, aller en métropole, c'est beaucoup aussi aller dans une place où il y a beaucoup plus de diversité, mais dans le sens les races et tout, les façons de penser et tout. J'ai l'impression que je serais allé me confronter à d'autres réalités dont je n'avais vraiment pas besoin. Ça c'est mon point de vue à moi, mais j'ai fait ça passer la soixantaine de ma sortie. Parce que quand j'entends les jeunes, je parlais principalement des jeunes au secondaire, qui souvent les parents vont les délaisser. La vie au secondaire est difficile. Hein? C'est là où il se fait le plus d'harcèlement et tout. Et je comprends un peu les jeunes de quitter, de fuir, parce que ça devient une fuite, parce que c'est très difficile. Si, par contre, je vous dirais que moi, l'avoir fait au Saguenay, d'abord, ça a été une grande libération et ça a été une surprise. On me disait, ben non, que quand j'ai commencé à parler à mes proches de ma réalité, qu'ils ignoraient totalement. Avant que je fasse le coming out, des amis de plus de 30 ans, tout ça cherchait comment ça qu'on n'a jamais rien vu, qu'on ne s'est jamais rendu compte de rien. Alors, quand je suis arrivé à faire le coming out, de m'excuser d'être la femme que je suis, mais non, fais pas ça au Saguenay, ça n'a pas de bon sens, les gens n'ont pas d'ouverture. Ben oui, comment ça, les gens? Vous êtes en train de me dire que ma famille n'a pas d'ouverture, que mes amis n'ont pas d'ouverture. Ben non, donc, c'est pas vrai, les gens ont d'ouverture partout. Et j'en ai une belle preuve. J'ai eu à faire un coming out avec un groupe de personnes retraitées. 70 personnes, pour le dire en clair. Et quand j'ai fait mon coming out, je suis parti d'une personne qui était dans le coin avec le petit groupe à devenir quelqu'un. Avant ça, le monde ne me jasait pas dans le break, tout ça, je suis dans une chorale. Dans le break,
je restais avec mon groupe de ténors. Je ne me mêlais pas, je n'étais pas mêlé aux autres. À partir du moment où j'ai fait mon communion, que je leur ai expliqué, j'ai demandé 5 minutes à la chef de chœur quand je suis arrivé femme. Et à partir de là, tout le monde parle à Claude, tout le monde connaît Claude. J'ai eu des belles confidences et tout. Au travail, au travail aussi, ça a bien été. Et d'ailleurs, Michel, tout à l'heure, disait, on est sollicité. Je pense qu'on fait beaucoup la différence de par nos attitudes et tout. Et souvent, les gens qui ont des problèmes, on regarde l'attitude qu'ils ont. Et qu'ils soient au Saguenay, à Gatineau, à Québec ou à Montréal, si leur attitude, s'ils ont honte d'eux, ne veut pas, ça se transmet. Donc, moi, je dis qu'on soit en région, qu'on soit dans la grande ville. Tout à l'heure, si je ne me trompe pas, c'est Élise qui disait « Je suis bien chez nous ». Je suis bien. Pourquoi c'est déjà difficile ce qu'on vit, pourquoi je déraciné? Donc, moi, je considère vraiment, sinon, ce n'est pas plus difficile en région. Et évidemment, on a un entourage qui nous connaît bien, et comme Élise le disait, qui connaissent la personne que nous sommes. Dans le fond, moi, à partir du moment où je suis passé d'un genre à l'autre, je suis toujours la même personne, mais en mieux, parce que je suis bien dans ma peau. Maintenant, je dors bien, je suis heureuse et ça se transmet. Merci beaucoup, Claude. Puis justement, on a parlé... Ah, vas-y, Joanie, je t'avais pas vu. Vas-y. C'est correct si tu voulais faire un petit aparté, tu peux, mais je vais y aller avec mon expérience sinon. Ben, oui, peut-être que tu peux nous partager ton expérience, puis ensuite nous dire aujourd'hui, maintenant, est-ce que vous vous sentez comprise, intégrée, acceptée dans votre entourage, puis on pourra poursuivre avec les autres panélistes. Absolument. Donc, moi, j'ai fait mon coming out à l'adolescence dans une petite ville de 14 000 habitants. C'est sûr que je pense qu'en région, c'est pas tant le fait d'être en région que dépendamment du contexte. Est-ce que la communauté est ouverte à ça? Je pense qu'il y a des villes ou des villages qui sont plus ouverts parce qu'ils ont eu des modèles, parce qu'ils ont eu des personnes qui se sont impliquées dans la communauté, qui venaient de la communauté LGBT, puis ça a fait des changements de mentalité. Ça peut dépendre aussi de la densité de la population, parce que moi, dans ma ville de 14 000 habitants, où mes parents travaillaient au public, les gens connaissaient mes parents, c'était impossible de vivre ou d'expérimenter ma sexualité sans que la ville au complet soit au courant, sans que les gens en parlent à mes parents. « Ouais, ta fille, je l'ai vue avec... » Non, c'était complètement impossible. Fait que c'est sûr que c'était difficile et mes parents, moi, dans mon cas, étaient un peu homophobes, un peu transphobes, plus par ignorance que par haine, là, mais ça a amené des complications. Puis une autre chose que j'ai vécu aussi, que je ne pensais pas vivre initialement quand j'ai fait mon coming out, c'est de la biphobie. C'est-à-dire qu'au-delà de je prends mon courage à deux mains, puis je m'affirme dans qui je suis, dans qui j'aime, j'ai eu autant de réponses négatives des personnes de la communauté LGBT que je connaissais que des personnes hétérosexuelles qui étaient plus dans l'incompréhension, dans l'ignorance ou dans le manque d'éducation. Ça, je pense que c'est probablement une des choses qui m'a le plus blessée à l'époque. Surprise, par contre, je suis déménagée à Rouyn-Noranda, ville de 50 000 habitants, pour vous donner une petite idée un peu de la densité. Et pour moi, Rouyn-Noranda, c'était la grande ville. Littéralement, par rapport au vécu que j'avais. Premièrement, il y avait une communauté LGBT beaucoup plus importante, peut-être moins évidemment qu'ailleurs, mais beaucoup plus importante. Il y avait des organismes LGBT déjà là, en Abitibi-Témiscamingue en général, déjà là, nouveauté pour moi complètement. Et il y avait une mobilisation, un militantisme, il y avait des activités, peut-être pas en quantité industrielle non plus, mais il y en avait. Je remarque par contre qu'en Abitibi-Témiscamingue, les gens qui vivent dans les petits villages ou les plus petites villes vivent un peu ce que moi je vivais à l'époque quand j'habitais à Mont-Laurier. Puis là, ça peut devenir difficile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas de voiture. Les personnes mineures comme moi à l'époque, j'aurais bien beau, même s'il y avait eu à 1 heure de chez moi une activité, je n'aurais pas pu me déplacer. Puis c'est certainement pas mes parents à l'époque qui m'auraient amené à une activité LGBT. Ça, c'est sûr. Fait que c'est sûr que moi, ça a été le jour et la nuit de Mont-Laurier à Rouyn-Noranda, même si c'est en région éloignée. Mais c'est vraiment, comme je dis, il y a plusieurs facteurs, je pense, qui peuvent venir influencer. Puis j'ai déjà vu aussi des villes et villages très ouverts,
très allumé parce qu'il y avait eu des gens qui avaient tracé le chemin, qui avaient défriché un petit peu, puis qui avaient fait changer les mentalités. Puis des endroits où même s'il y a, je dis 14 000 habitants, mais là, je parle de villes et villages, des fois qu'il y a moins de 2 000 habitants, mais où il y a une belle ouverture à ça. Évidemment, puis là, je pense qu'Élise, elle a super bien expliqué la situation. Ce qui devient difficile à un moment donné, c'est au niveau des rencontres. Donc, au niveau des rencontres, évidemment, quand on est dans un plus petit endroit où il y a moins de personnes, ben, c'est là où, à un moment donné, ben, si on a fait le tour un peu des personnes qui s'affichent, puis que ça ne clique pas, ben, on a besoin d'aller regarder ailleurs à un moment donné ou d'aller faire de la route un petit peu peut-être ou de voir si on rencontre quelqu'un qui serait prêt à s'emmener dans notre bout ou l'inverse, sinon on serait ouvert à peut-être aller dans le bout d'une autre personne parce qu'à un moment donné, on peut avoir fait le tour là, dans un plus petit village. Puis pour finir, ben, sur ta nouvelle conversation, ben oui, effectivement, je te dirais qu'aujourd'hui, à 28 ans, autant dans ma ville, dans ma communauté, être à Rouyn, ça m'a permis aussi de... C'est pas l'anonymat de la grande ville, mais étant donné que je me suis éloignée de racines qui étaient peut-être un petit peu moins, un petit peu plus toxiques par rapport à ça, mais ça m'a permis là, de m'affirmer plus comme je suis. Mais aussi, quand je retourne à Mont-Laurier aujourd'hui, ben, j'y retourne comme moi-même et non pas comme la personne que j'étais quand j'ai quitté. Je retourne comme la personne que je suis aujourd'hui. Puis, j'ai pas peur de l'affirmer, même si des fois, les premières fois, ça a peut-être créé des réactions, mais je vois que tranquillement, là-bas aussi, les choses peuvent changer. Puis, c'est cette affirmation de soi là, qui finit là, par modeler ce que les autres vont penser. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient... oui, Diane. Alors, juste pour faire la suite, ce que je vous disais, c'est l'idée, c'est que c'est plus facile, je pense, de vivre sa vie en couple, en région, que ça l'est de le vivre individuellement. Dans la communauté autochtone où on habite, c'est certain que moi et ma conjointe, on avait pris une décision de retourner à la communauté ou de vivre dans la communauté pour le bien-être de nos enfants, c'est certain, et pour l'identité. Et le fait de vivre ouvertement, ce que ça donnait, c'est la chance de voir que nous, on s'affiche premièrement comme personnes autochtones et ensuite comme personnes diverses. Et ça fait beaucoup de chemin pour enlever les préjugés qui existent dans nos communautés. Et ça ne veut pas dire que ça a toujours été facile ou que ça a bien été, que ça a été calme. C'est certain que les enfants aussi ont vécu un peu de difficultés à cause de notre identité, mais que comme tout qui avance et se développe avec le temps, ou aussi se sont affichés premièrement comme personnes autochtones, alors c'est là qu'eux ont pris leur place et que la différence en termes d'orientation sexuelle, d'identité de genre, change avec le temps et avec l'expérience de la communauté. Le fait de s'impliquer dans le monde de la communauté et de lutter, surtout comme personne autochtone, avec tous les enjeux auxquels on fait face quotidiennement, là, c'est ce qui devient plus important. Alors, encore le commun, alors trouver le commun entre les gens plutôt que de faire cette différenciation, d'accord, ou cette stratification qu'on fait dans le monde colonisé, d'accord, que c'est plutôt le rassemblement. Et même avec le temps, les familles, eux, ont pris l'exemple aussi d'explorer ou de s'ouvrir un petit peu plus à la diversité en orientation sexuelle ou de diversité de genre. Présentement, on voit qu'il y a un petit changement dans nos communautés vis-à-vis le désir de peut-être en parler de gens qui sont transgenres ou qui sont bisexuels. C'est comme un nouveau chemin qu'on commence à développer ou de réouvrir. Parce qu'en réalité, il n'y avait pas cette différenciation entre les gens. Ça ne faisait pas partie de son identité. Son identité était vraiment dans le rôle et le rôle donné à la communauté.
Alors, le rôle que tu joues dans l'ensemble de tout. Alors, ça commence vraiment à changer un peu. Et on voit qu'il y a d'autres modèles qui sont là. Comme chez nous, il y a une chef de bande qui siège au conseil de bande, qui s'identifie comme étant Two-Spirit. C'est nouveau, mais ce sont des rôles traditionnels qui étaient toujours là, qui ont été enlevés. Alors, aussitôt qu'on commence à s'éloigner un peu de ce qui nous a été imposé, on est capable de voir exactement quelles sont les valeurs primordiales qui avaient toujours existé et d'y retourner. Et c'est trouver le commun, d'être humain. Merci. Wow. Si je peux renchérir, puis-je? Oui, bien sûr, Élise. Je trouve ça super intéressant ce que Diane vient d'amener par rapport à... On a parlé de religion catholique qui nous a modelé beaucoup. Puis, je vais revenir sur mon témoignage à moi, sur ma réalité. Quand j'ai fait mon coming out à ma mère était très contente parce que j'étais une personne qui était très, très malheureuse avant d'accepter ma réalité. Et puis, ma mère pensait que j'avais une déficience quelconque, que j'ai fait beaucoup de dépression. J'étais vraiment jamais heureuse. Puis ma mère se demandait qu'est-ce que j'avais de grave. Puis quand j'ai dit que je me sentais femme puis que j'allais faire une transition, ça l'a soulagée. Donc, ça a été super intéressant parce que ça dit « Ah, cool, elle a trouvé une réponse à son problème, c'est donc bien le fun. » Ça a été comme un allègement. Donc, tu sais, j'ai reçu vraiment un très bel accueil de la part de ma mère. La problématique est venue quand j'ai dit à ma mère « je ne sais pas comment je vais en parler sur les réseaux sociaux. » Ma mère a dit « Tu ne vas pas parler de ça sur les réseaux sociaux. » Je dis « pourquoi pas? » Là, qu'est-ce que la famille va penser? Tu sais, puis là, on est encore en région, hein, le côté très familial, le côté très tissé serré, le voisin, la voisine. Qu'est-ce qu'ils vont penser de ça, tu sais? J'ai dit, maman, je m'en fous, moi, de qu'est-ce qu'ils vont penser. Mais maman, elle s'en foutait pas. Je dis, c'est toi, c'est ta honte. C'est ton héritage chrétien catholique qui dit que c'est de la transphobie que tu as, c'est de la honte. Moi, personnellement, ce sentiment-là, la honte, je n'ai pas trouvé encore une utilité. Je ne sais pas à quoi il sert dans la vie, puis pourquoi on nous l'a imposé. Fait que j'ai dit, maman, c'est ta honte. Fait que ça va être à toi à t'arranger avec les réseaux sociaux. Ça va être à toi je te donne 2 semaines, je ferai mon coming out dans 2 semaines. Passe le message. Passe-le de la manière que tu veux qu'il passe. Ça ne me dérange pas, mais passe-le. C'est ta transphobie, c'est ta honte. Puis finalement, ça a permis à ma mère d'adresser sa honte, d'adresser sa transphobie, et non pas de me la projeter à moi. Puis je trouve que c'est vraiment... On revient à la région. C'est pas la région qui est le problème, c'est la personne qui dit « Moi, je me bute à ce que je pense que les autres vont penser. Puis j'ai peur de la réaction des autres. » Alors, il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans, je trouve. Merci beaucoup, Élise. Maintenant, on pourrait... Ah oui, vas-y, Bianca. Je te laisse introduire l'autre bloc, puis j'enchaînerai. D'accord. En fait, c'était pour parler un peu de la vie en région, justement. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement là, de votre région? D'accord. Dans un premier temps, je voulais juste remercier depuis le début du panel. Vraiment, c'est très inspirant, les partages et notamment ce que Diane partage aussi. J'aimerais renchérir sur les appartenances. J'avais parlé au début de mon témoignage, le continuum, effectivement. Je pense qu'il y a tout ce rapport-là je pense, dans un processus de construction identitaire, de réaliser qu'évidemment, on part, il y a tout ce qui est extrinsèque, tout ce qu'on reçoit de l'extérieur par la suite, qu'on internalise, par la suite, qu'on fait un tri. Et puis là, évidemment,
on a parlé de modèles. Moi, j'aimerais ramener justement en lien avec ces modèles-là, étant une femme métissée, née d'une mère québécoise, mais d'un père jamaïcain. Ce métissage-là aussi, cette prise de conscience fait aussi partie de mes appartenances, fait aussi partie de ma construction identitaire. Alors, ce n'est pas juste mon identité de femme lesbienne, mais par la suite aussi de réaliser que finalement, tout ce que j'avais internalisé comme modèle, c'était un modèle qui venait de la culture dominante dans laquelle j'ai été éduquée. Une famille blanche, majoritairement blanche, parce que ma famille paternelle était dans les Antilles. Je n'avais pas nécessairement la chance d'aller les fréquenter autant que je voulais. Fait que ça, c'est venu un peu plus sur le tard. Et puis, en lien justement avec ce qu'on a nommé tout à l'heure avec la région, évidemment, je suis devenue mère adoptive, je me suis mariée, notre famille était afrodescendante, on a adopté des enfants noirs, des enfants racisés. C'est venu renchérir finalement ce choix-là que j'ai fait de me rapprocher justement plus de ma culture antillaise, malgré que, évidemment, j'étais toujours très attachée à ma famille québécoise. Alors, il y a ce rapport-là. Tout à l'heure, on parlait de, même, je pense que Michel on a parlé aussi dans son vraiment excellente présentation, ce rapport qu'on vit sensiblement les mêmes mécanismes d'oppression, puis mais notre vécu n'est pas semblable. On fait souvent l'analogie, même avec la pandémie, on est tous dans le même bateau. Non, on n'est pas tous sur le même bateau. On navigue peut-être sur le même océan, mais on n'a pas tous la même embarcation. Et à partir du moment, effectivement, que mon ex, la mère de mes enfants et moi, on a adopté nos enfants, c'est comme si là, il y a eu d'autres oppressions que moi, je n'avais jamais vécues nécessairement de manière individuelle, mais de manière familiale. C'est pour ça que je me rapporte aussi au propos de Diane, que là, c'est venu finalement me surprendre, une forme de racisme en lien avec le fait que maintenant, c'était non seulement visible qu'on était un couple lesbo-parental, mais là, on avait des enfants noirs. Alors, c'est venu renchérir aussi cette dimension-là de notre identité, notre appartenance, de comment on se définissait. Et en fait, il y a aussi toute la spirale, même la notion de coming out. La notion de coming out appartient pas à certaines cultures. Ce n'est pas toutes les cultures, ce n'est pas universel le coming out. Et puis, ça aussi, c'est quelque chose qui est important aussi, même au sein même de notre communauté LGBTQ 2+, c'est cette réalité-là que même ce qu'on pense qu'on a en commun est différent. Alors, moi, je le vois même en entendant des témoignages aujourd'hui, comment, je veux dire, c'est continuel ce rapport-là à l'altérité, à ce que l'autre peut nous apporter de différent. Alors, en soi, c'est ce que je voulais dire. Et peut-être ça n'a peut-être pas rapport à ta question, mais c'est en lien avec le fait que aussi l'appartenance, nos multiples identités sociales déterminent évidemment ce qui fait qu'on est bien, puis ce qui fait qu'on est heureux, heureuse dans notre situation. C'est tellement intéressant. Merci beaucoup, Bianca. Claude, j'ai vu votre main levée. Je vous laisse la parole. OK. Il y a plusieurs points. Là. À force d'écouter les autres, ça nous ramène à des choses. Peut-être qu'une des... Moi, j'ai eu la chance de vivre tout mon parcours de transition accompagné. Je suis en couple depuis 17 ans avec la même personne, une personne adorable, qui m'a accompagné dans tout le processus. Je pourrais vous dire même qu'on a été une dizaine d'années à se documenter sur tout ça avant que j'aborde vraiment la transition. Donc ça, c'est une grande chance. Par contre, en région, au Saguenay en tout cas, il y a un grand problème. Et c'est pour la communauté LGBTQ+, en entier. Il n'y a pas de point de rencontre. Il n'y a pas, d'ailleurs, Diversité 02 travaille sur un projet où
sur le problème qu'il n'y ait pas de lieu de rencontre. Ça, c'est la difficulté. Et ça peut provoquer, ça provoque en fait l'exode des jeunes parce qu'ils n'ont pas de lieu de rencontre sécuritaire. Et ce que je trouve terrible, c'est justement l'exode de nos jeunes. Parce qu'on a besoin de ces jeunes-là. Il y a tellement des belles personnes de la communauté qui sont rendues à l'extérieur, qui seraient tellement bien chez nous. Et ça, je trouve ça terrible. L'autre chose, OK, tantôt on parlait, on a parlé justement du communiard, et tu ne diras pas, tu ne mettras pas ça sur les réseaux, tout ça. En fait, cette fameuse honte qu'on nous impose, qu'on nous a imposée avec l'éducation religieuse et tout, donc, moi, au contraire, je suis fier de la personne que je suis aujourd'hui. Je suis contente de l'avoir fait. Puis les autres, là, je m'en fous. Qu'ils pensent qu'ils voudront, qu'ils disent ce qu'ils voudront. L'autre chose importante, je travaille dans un milieu de construction. Je suis représentante sur la route et j'ai commencé à travailler cette année dans mon genre. Okay? Avant, je n'étais pas prête. Ce n'était pas que je ne voulais pas, je n'étais pas prêt physiquement, la barbe, etc. Et je rencontre les clients à domicile. Je peux vous dire que pour les patrons, c'était un stress, comment les clients, même moi, on imaginait, là, on s'est fait des scénarios à imaginer comment les clients réagiraient. OK, une femme de 65 ans, aller faire de la vente à domicile, là, déjà là, c'est quelque chose. Et dans le domaine de la construction en plus. Croyez-le ou non, là, j'ai commencé au mois de mai, à cause de la COVID, on a commencé au mois de mai. Et jusqu'à aujourd'hui, rien. Quand on dit rien, là, ça n'a pas été parfait, ça a été juste plus que parfait. L'accueil au bureau, là, moi, à partir de l'instant où je me suis présenté en tant que Mme Claude, on m'appelle Claude, on me parle au féminin, c'est avec ma voix au téléphone que je communique avec les clients pour prendre rendez-vous. Même si je dis bonjour, madame, pourquoi je me fais appeler Mme Claude, c'est pour enlever justement le double sens du prénom Claude. Alors, je dis Madame Claude, et souvent, je dis bonjour, Madame Claude de telle compagnie, et je vais me faire appeler Monsieur. Mais je m'en fous, je le sais, j'ai une voix qui porte. Je suis capable de parler plus haut, mais je suis à l'aise avec ma voix, je suis à l'aise avec moi-même, et mais par contre, je n'en fais pas de cas. Donc, ça, c'est important aussi de savoir que même au point de vue du travail, et je connais une personne trans de chez nous qui travaillait dans le domaine de la construction et qui a quitté la région parce qu'elle trouvait ça trop difficile. Est-ce que c'était une question d'attitude ou quoi? Je ne sais pas, mais c'est triste de voir nos gens quitter. Donc ça je trouvais important de spécifier ces choses-là. Et l'autre chose, et là, à cause de la COVID, on s'est mis à faire du Zoom. Alors là, je suis en relation avec d'autres groupements dans la province, que ce soit à Gatineau, en Estrie ou autre, et je me rends compte d'une chose, tous ces regroupements-là nous aident beaucoup, la visibilité. Pourquoi est-ce qu'on est justement sollicité que les médias sociaux ont ouvert beaucoup de portes? Moi, chez nous, on a le regroupement Diversité 02, l'anciennement AGL, a changé d'image, une image beaucoup plus ouverte, beaucoup plus diversifiée, ouverte à la diversité. Et je peux vous dire, l'impact de ce changement-là est énorme. Et le fait d'avoir une organisation solide, ça nous aide beaucoup en région. Merci beaucoup, Claude. Justement, on dit que c'est triste de voir que les gens quittent les régions, tout ça, pour les centres urbains. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement de vos régions? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer pour parler de sa région. Élise? Bien, moi, je pense que la beauté, moi, ce que j'apprécie de la région, d'une région, peu importe laquelle, en fait, là, c'est pas juste les îles, mais c'est la capacité d'être proche des gens, c'est la capacité de pouvoir leur parler, de pouvoir les toucher, puis de leur dire, regarde, as-tu besoin de parler, as-tu des questions, comment on peut faire pour démystifier la situation, pour la rendre plus légère, pour la normaliser? Je trouve que c'est beaucoup plus facile de le faire en région parce qu'on a accès aux gens.
Je peux vous parler de mon coming out public parce que dans ma réalité, j'ai eu à en faire un. Madame Claude, tantôt, parlait de la peur qu'elle a eue là, avec son patron, là, de comment les gens allaient réagir si elle allait aux portes pour faire de la représentation. Mais moi, j'ai une entreprise aussi, je fais de la bière, puis j'ai un bar. Puis là, tous les ans, on lance les nouvelles bières de l'année, puis on se réunit, on remplit le bar, c'est l'anniversaire de la microbrasserie, c'est un super beau moment de fête incroyable, tu sais. Bon, il rentre 200 personnes là-dedans, c'est plein à craquer, tout le monde trinque avec les nouvelles bières, puis il y a toujours une espèce de moment de présentation où on présente tous les nouveaux produits, puis c'est vraiment la joie, c'est vraiment très beau. Pour moi, il y a bientôt 6 ans, ça a été le moment où j'ai choisi de faire mon coming out public. Fait que, imaginez une situation où tout le monde fête, tout le monde est... c'est l'euphorie, tout le monde tripe, c'est vraiment beau, tout le monde a un verre de bière à la main, puis là, je dis aux gens, vous savez, la bière que vous tenez entre vos mains, elle a été brassée dans la douleur, dans la honte, dans le rejet, dans la dépression. Et là, tout le monde regardait son verre de bière avec une espèce de phoque. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous annoncer que j'aimerais ça commencer à vivre. Puis, j'ai choisi de dire que vous avez plus un maître brasseur, vous allez avoir une maître brasseuse. Puis, je choisis de faire une transition au lieu de rester malheureuse. J'ai pas le choix. Je ne choisis pas d'être trans, mais je choisis de faire une transition pour améliorer mon sort, améliorer ma vie. Puis j'espère que dans l'avenir, les bières que vous allez boire, ils vont être brassées dans l'acceptation, la joie, la douceur, le bonheur. Quand je me suis levé les yeux, j'avais les 200 personnes en avant de moi, mais les yeux pleins d'eau. Et c'est cette proximité-là qu'on peut vivre en région parce que si j'étais en ville, j'aurais pu faire exactement le même événement, mais toutes ces personnes-là se seraient dispersées puis je les aurais plus revues. Mais là, je les croise à tous les jours. Puis ça m'a permis de leur dire « Hey, si vous avez des questions, venez me voir, on va en parler. » Et ça ouvre une plus grande proximité, une plus grande capacité à juste parler aux gens. Puis ça a empêché aussi ce qu'on appelle chez nous des palabres, là, des racontages un peu partout. Ça a empêché que les racontages partent puis que ça devienne un peu n'importe quoi. C'est resté très simple, c'est resté très fidèle au message. Puis je pense que c'est des belles choses qu'on peut vivre en région, en fait, la proximité des gens. Merci tellement, Élise, pour ce témoignage. C'est vraiment inspirant, c'est vraiment touchant. J'ai vu Joanie aussi qui voulait prendre parole. Oui, donc, mon Dieu, ça m'a touché ce que tu as raconté, Élise. Moi, j'ai la chance extraordinaire depuis 2 ans maintenant, dans le cadre de mon emploi à Coalition d'aide à la diversité sexuelle, de me promener absolument dans toute l'Abitibi-Témiscamingue au grand complet. Donc, j'ai la chance incroyable de voir des paysages complètement époustouflants. J'ai la chance de rencontrer des communautés qui sont vraiment unies ou qui sont vraiment allumées. J'ai la chance de me promener dans les communautés autochtones sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue également, de découvrir leur culture, de découvrir comment eux, tranquillement, sont en train de faire leur bout de chemin pour faire de la place pour les personnes de la diversité sexuelle. Pour de vrai, ma région d'adoption, je ne suis pas née ici, mais ma région, j'en suis vraiment fière. Puis même si, évidemment, il y a des choses à améliorer, il y a des lanternes allumées encore, puis il y a des chemins à défricher encore. Puis là, c'est pas juste un amalgame parce qu'on a beaucoup, beaucoup de forêts ici, mais j'ai vraiment la chance de voir des gens qui ont envie de le faire. Puis souvent, quand je donne des formations, quand j'envoie mes offres de formation ou d'animation, d'ateliers, c'est toujours les plus petits endroits qui répondent en premier.
c'est toujours, toujours, toujours les plus petits endroits qui vont faire « Hey, on a besoin de ça, on veut t'avoir, on veut en parler, on veut que ce soit des maisons de jeunes, que ce soit des écoles primaires ou des écoles secondaires. » Puis souvent, je vois les professeurs, c'est pas juste parce qu'il faut qu'ils mettent une activité dans leur plan de cours, là, mais vraiment parce qu'ils font « Hey, on veut en parler, on veut s'intéresser à ça, on veut se renseigner, on veut s'informer. » Puis de voir les petites lumières s'allumer dans les yeux des gens quand je me promène puis que je donne des ateliers. Ou moi-même, tu sais, les gens ne se rendent pas compte à quel point je dis souvent, non, moi, j'apprends pratiquement autant que ce que je vous apprends des fois, parce que vous me parlez de votre réalité, parce que vous me parlez de ce que vous vivez, parce que des fois, il y a des gens qui vont s'ouvrir à moi, que ce soit en fin de formation ou avec les autres pour dire, ben moi, j'ai vécu telle chose. Ben c'est toutes des choses qui viennent enrichir autant les formations que je donne, autant que la personne que je suis, puis de ma compréhension de ce qui se passe au niveau de la communauté, puis au niveau en général des gens en Abitibi-Témiscamingue. Fait que non, c'est une belle région avec, oui, ses défis. Comme je disais tantôt, plus on est loin éloigné, puis les petits villages, ça peut être plus difficile, mais c'est pas parce que c'est plus difficile qu'il n'y a pas des gens qui ont extrêmement envie d'améliorer ça, puis de faire avancer ça. Puis pour ça, je suis vraiment fière de ma région. Merci beaucoup, Joanie. Diane, oui. Je voulais juste faire un petit point sur le fait qu'il y a une différence entre l'imposition religieuse, d'accord, et ce que ça nous a porté, et l'imposition de nouvelles valeurs. Et ça vient du colonialisme, d'accord? Ce n'est pas nécessairement juste les institutions religieuses qui ont changé la vie. Et l'une des valeurs les plus importantes pour nous, c'est pas juste pour nous comme personnes autochtones, mais pour nous comme êtres humains, c'est cette capacité d'avoir ou de développer une relation avec des gens, avec autres que nous, à l'extérieur de nous, que ce soit des gens, que ce soit la nature, que ce soit tout ce qu'il y a en création. D'accord? Et c'est exactement ce que Vivre en région nous permet de faire. Parce que le fait qu'on vit rassemblés ou de tout près, on devient visible. Et avec cette visibilité, on peut développer alors un sens d'appartenance. On peut faire partie de la vie qui existe dans nos régions. Quand on est éloigné, quand on est isolé, que ce soit en centre urbain ou en centre rural ou en petite ville, ce qui arrive, c'est qu'on a ce bris en termes de relations, ce qui veut dire qu'on devient invisible. Et là, et on commence à se sentir comme si notre vie n'a aucun apport à la vie des autres ou au monde en général. Alors, vivre en région, c'est vraiment cette capacité de vraiment s'identifier avec tout ce qui nous entoure et faire partie de ce cercle, de la vie des autres. Que ce soit moi qui partage avec les autres, que je reçois ce partage des autres. Et c'est toujours plus... ça apporte beaucoup plus de bonheur, même dans les temps difficiles. Hein. Le fait qu'on le fait ensemble, hein, qu'on fait partie de... que je peux... C'est une des choses que les médias nous ont données, ou Facebook et tout ça qui nous a donné, d'être capable de peut-être franchir cette frontière d'invisibilité. C'est certain que c'est plus compliqué en région parce qu'on l'a vu en débutant notre session qu'on n'a pas toujours l'Internet, on n'a pas toujours accès à ces choses. Mais c'est en effet, c'est l'important, c'est que je peux sortir de ma porte et je sais qu'il y a des voisins qui habitent tout près. Si j'ai besoin de partager, je peux partager et eux peuvent partager avec moi. Alors, il y a le lien qu'on fait en s'approchant physiquement et en s'approchant avec nos paroles et d'avoir une visibilité qui veut dire que ma vie compte, qu'il y a une valeur à ma vie. Oui, merci beaucoup, Diane. On a parlé aussi un peu comme quoi ça pouvait arriver qu'on se sente isolé des communautés LGBTQ+. Qu'est-ce que vous faites pour briser l'isolement, pour rencontrer des gens de la communauté dans votre région? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager? J'aimerais commencer. Allez-y, Claude, Madame Claude. En fait, je pense que les personnes qui sont avec moi aujourd'hui sur le panel semblent toutes être des personnes qui s'impliquent. En passant, juste une petite parenthèse,
Élise, j'ai bien aimé ce que tu disais tantôt et là, je viens de reconnaître la personne dont j'avais lu un article sur ton coming out fabuleux. Je peux te dire que souvent, je parle de ton coming out en bien. J'ai adoré ta façon de faire les choses. Et qu'est-ce qu'on fait en fait, justement, en s'impliquant, en étant différente, en s'impliquant, puis justement, être fier de qui l'on est. Je pense que ça, au départ, pour nous, ça nous aide beaucoup à être acceptés d'abord, parce que ça, et j'espère aussi que, ben, pas j'espère, je suis convaincu que nos façons d'être, de s'extérioriser, aident beaucoup de personnes qui sont encore enfermées. Et je sais que dans ma catégorie d'âge, entre autres, ça doit être pour certaines personnes qui ont tellement vécu de stigmatisation qui restent encore dans le garde-robe. J'espère que les garde-robes, pas les portes vont s'ouvrir, que les garde-robes vont se défoncer, vont se briser complètement. Alors, en s'impliquant, c'est une façon de faire dans les régions. Et je pense que dans toutes les régions, il y a beaucoup d'implications. Tantôt, j'en parlais, tous les regroupements dans lesquels nous faisons partie aident beaucoup. Puis justement, de ne pas avoir peur d'aller dans les journaux, aller à la télévision, sur les médias sociaux, faire ce qu'on fait aujourd'hui, ça contribue beaucoup à dire aux gens des régions, c'est possible. OK? Par exemple, tantôt, tu nous demandais, notre région, je n'ai pas parlé de mon beau Saguenay, pourquoi rester chez nous d'abord? Nous aussi, on a des espaces fabuleux. Si je regarde juste par ma fenêtre, je vois la rivière Saguenay, j'ai un marais devant chez nous. Tantôt, j'avais les Gets bleus. On est en nature. C'est extraordinaire. Et au Saguenay, il ne faut pas oublier notre réputation d'un peuple chaleureux, d'un peuple accueillant. Malheureusement, actuellement, je ne vous invite pas chez nous de façon présentielle parce qu'on est en zone très rouge. On est la pire zone actuellement, mais je vous invite quand même, en temps et lieu, à venir nous visiter. Alors oui, on est bien au Saguenay, on est bien dans notre décor, on a des décors magnifiques. Puis il y en a d'autres qui ont des décors magnifiques. Visitons notre Québec. Merci, Mme Claude. Oui, Bianca. Oui, ben, en fait, en lien avec la région, évidemment, l'Outaouais, vous savez, hein, c'est limitrophe avec l'Ontario, avec Ottawa. Alors, j'aimerais revenir sur justement cette situation particulière, notamment en lien avec les ressources francophones anglophones. On parlait tout à l'heure évidemment, qu'est-ce qui fait là, en ce moment qu'on aime notre région? C'est pour ma part, à la fois, comme je parlais tout à l'heure dans mon continuum, j'ai cherché aussi, oui, effectivement, à m'impliquer, à essayer de bien comprendre parce que statistiquement, selon les dernières enquêtes, l'Outaouais semblait être un des endroits au Québec où est-ce qu'il y avait une plus forte représentation des membres de la communauté LGBTQ2+. Et puis même en fonction aussi de l'évolution de où est-ce que moi j'étais mère à ce moment-là, j'ai cherché effectivement à rencontrer d'autres familles. Pourquoi? Parce que là, c'était plus juste une question de moi, là, de mon mon orientation ou l'expression de mon désir, de mon attirance romantique. Ça impliquait aussi mes enfants. Et c'était à un moment donné aussi important pour moi de m'assurer que mes enfants étaient pour avoir d'autres modèles de représentation positive à qui ils pouvaient s'identifier. Alors, c'est ce que j'aime de cette région-là. Évidemment, je l'ai nommé métissage francophone-anglophone. C'est important aussi pour moi de pouvoir offrir cette dimension-là bilinguistique éventuellement à mes enfants. Et c'est ce que j'aime de la région de l'Outaouais, c'est le fait qu'il y a quand même plusieurs familles. Il y a quand même aussi, au niveau de la représentation socioculturelle aussi,
beaucoup de métissage. On en voit aussi évidemment dans les métropoles, mais en raison du fait qu'on est près de la capitale du Canada, évidemment, ça se voit d'autant plus. Alors, c'est justement sortir de uniquement l'appartenance à la communauté LGBT 2+, et trans que la région, je pense, de l'Outaouais apporte. Et l'implication, l'engagement de mes enfants, la reconnaissance, parce qu'évidemment, on éduque des citoyens qui vont eux-mêmes, évidemment, être amenés à faire leur propre choix. C'est tout ce rapport-là au respect des droits, au respect de l'autodétermination, comment on se définit, qui était pour moi important. Alors, pour le moment, c'est le cas, mais il y a des limites. Il y a des limites. Parfois, il y a des enjeux qui font qu'on est amené à peut-être, en raison du fait qu'il n'y a pas nécessairement des services, et puis c'est même pas nécessairement pour nous, c'est aussi pour nos enfants ultérieurement, notamment ma réalité, on devient parent, des enfants qui ont des besoins particuliers. À ce moment-là, les services sont limités. Fait que ça vient que c'est en dehors même de notre réalité au niveau de faire partie de la communauté LGBTQ+, c'est que c'est exponentiel la quantité de services et de ressources qu'on peut être amené à avoir besoin. Alors, voilà, ce qui, moi, en tout cas, en lien avec ma propre expérience, qui fait que c'est multiple, c'est intersectionnel et évidemment, ça dépasse les limites nécessairement que finalement le réseau, les ressources de la communauté LGBTQ+, que j'invite d'ailleurs à réfléchir au fait que, effectivement, il peut y avoir des personnes, des familles, des personnes trans qui seraient amenées à être racisées, qui seraient amenées aussi à avoir des enfants qui ont des besoins particuliers. Alors, évidemment, de sortir de nos réseaux et puis d'aller voir aussi dans d'autres communautés, au sein même de notre communauté, quels seraient les besoins à combler à ce niveau-là. Très important. Puis, en tout cas, c'est un des messages que je voulais passer aujourd'hui. Merci beaucoup, Bianca. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager sur comment vous faites pour briser l'isolement ou rencontrer des gens de la communauté LGBT dans votre région? Oui, Joanie. Je peux me lancer, que ça ne sera pas très long, en fait. Je l'ai déjà un peu nommé, certains grands centres ont des groupes de discussion. Il y en a dans les écoles secondaires, dans certaines écoles secondaires. C'est sûr qu'il faut que ça vienne des gens. Donc, il y a déjà eu des groupes dans certaines villes de la région où pendant un certain temps, ça fonctionnait. Et là, pour X, Y raison, il y a des gens qui ne venaient plus parce qu'il y avait d'autres occupations. Puis ça faisait en sorte que des fois, il y en a qui étaient comme, bon, mais on n'est pas pour se regrouper si on est juste deux, par exemple, tu sais, parce que ça n'a pas la même ambiance, disons, à deux qu'en groupe. Donc, c'est sûr que ça va, ça vient, mais généralement, on est chanceux à ce niveau-là en Abitibi. Il y a quand même quelque chose qui se passe de ce côté-là. Et là, avec le COVID, il y a eu quelque chose de bien, je trouve, qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des groupes en ligne. Et ça, je crois que ça pourrait peut-être être intéressant là, à garder cette formule-là, maintenant qu'on est tous rendus des pros et des experts de ça. Mais ça a amené peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant pour les gens qui sont dans des villes ou des villages plus reculés ou plus isolés. Justement, une fois de temps en temps, même si c'était juste une fois par mois, là, je crois que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être bien, puis qui peut-être élargit les horizons qu'on n'aurait pas pensé à faire là, auparavant. Oui, merci, Joanie. Oui, Madame Claude. J'ai bien aimé là, ce qui vient d'être dit. C'était court, mais très concis. Effectivement, il y a un phénomène qui se passe, les rencontres, c'est en vague. Mais il est extrêmement important, ne serait-ce que dans une rencontre qui se présente une seule personne, souvent cette personne-là a des besoins. Parce que la rencontre, oui, quelque part, devient sociale. On échange, c'est de la rencontre. Mais il y a des gens qui arrivent avec des besoins. Donc, c'est très important. Et ce que le Zoom, effectivement, le COVID n'a pas juste des défauts.
La COVID, aujourd'hui, on a justement une belle rencontre interprovinciale grâce au Zoom. Et la COVID nous a ramené un retard d'au moins 10 ans technologique. Parce que les outils existaient, mais on ne les utilisait pas. Et je pense que chez les compagnies, il y avait une crainte de l'utiliser. Aujourd'hui, on l'utilise à bien. Chez nous, Saguenay-Lac-Saint-Jean, souvent, les gens de la métropole sont surpris de se faire dire « Ah, t'es du Lac-Saint-Jean? Non, du Saguenay. T'es du Saguenay? Non, du Lac-Saint-Jean. » La région est énorme et très grande. Pour vous donner une idée, moi, j'ai une compagne qui demeure à l'Adorée. C'est complètement l'autre bout. Elle, pour venir à Chicoutimi pour une rencontre, c'est 2 heures et quelques pour se rendre. Alors, si on fait une rencontre le jeudi soir à 7 heures, elle termine de travailler à 5 heures, ou soit elle ne soupe pas, ou soit elle ne vient pas. Avec le Zoom, ça nous permet de se rencontrer. Et même, on est allé plus loin que ça. Ces belles rencontres-là, on échange. Moi, je participe aux rencontres de l'ATQ, je participe aux rencontres avec Trans-Outaouais. Donc, oui, il y a une ouverture. Et justement, le fait d'avoir moins de monde, tantôt avec les Zooms, on va pouvoir se rencontrer peut-être 2-3 régions en même temps pour avoir un cercle plus intéressant, d'avoir justement 5, 6, 8 personnes à notre rencontre. Ça, c'est une qualité que le Zoom là, nous apporte et nous permet encore là d'aider tout le monde de se rencontrer. Oui, effectivement, tirer profit là, de ce qu'on est en train de vivre en ce moment là, pour pouvoir briser l'isolement, c'est vraiment intéressant. Je vous proposerais peut-être une dernière question avant qu'on commence à prendre les questions du public. Donc, si on vous donnait l'opportunité justement de transmettre un message aux jeunes LGBTQ+, qui vivent en région. On a parlé beaucoup pendant la rencontre que c'était triste de voir les gens qui voulaient quitter les régions parce qu'ils trouvaient ça plus difficile. Quel message vous aimeriez transmettre à ces jeunes-là qui vivent en région? Je me lance. J'étais la première à parler de l'exode de nos jeunes, alors je me lance. Écoutez, il y a des organismes dans toutes les régions. Il y a des organismes, je n'ai pas de contact encore avec Abitibi, mais je sais qu'ils sont très bien structurés. Trans-Outaouais, Trans-Estrie, Trans-Mauricie, Centre du Québec, Diversité 02, etc. On est là, vous avez des besoins, contactez vos organismes. Ne quittez pas votre région. On est là pour vous aider. On est là. Si vous avez de la difficulté, vos parents ils ont besoin de comprendre des choses. Des fois, le jeune expliquait, on a tous été adolescents, faire comprendre quelque chose à papa, puis à un moment, c'est déjà difficile. Alors, le faire comprendre. L'homosexualité, la transidentité et la non-binarité. Hey, les personnes de mon âge comprennent la non-binarité. Comment c'est pas ce sujet-là? C'est difficile. On est là, les organismes, pour ça. On est là pour vous aider. Il y a des accompagnements pour les parents, il y a des accompagnements pour les enfants. Donc, on est là, ne quittez pas, venez nous voir. Merci. Merci, Mme Claude. Je ne sais pas, je trouve ça super intéressant. Depuis le début, Bianca a amené la porte là, de l'intersectionnalité. Je vais juste faire un parallèle. Quand j'ai commencé ma transition, je ne comprenais pas c'était quoi mon lien avec la communauté LGBT. Je me disais, moi, je ne suis pas une orientation sexuelle. Ce n'est pas en lien avec mon orientation sexuelle, c'est mon identité de genre. Je change d'identité de genre, je ne change pas d'orientation sexuelle. Donc, je me sentais pas faisant partie de la communauté LGB, en tout cas. Puis à force de côtoyer les différentes associations, à force de parler aux personnes de la communauté LGB, je me rends compte qu'on partage les mêmes enjeux puis qu'on a les mêmes besoins. Je suis très contente d'avoir Diane là, qui s'identifie comme Twin Spirit, puis Joanie aussi comme bisexuelle et pansexuelle. Les jeunes sont beaucoup plus ouverts
que moi, je l'étais dans mon jeune temps. Puis quand Mme Claude parle des jeunes, je ne sais pas si elle considère que les gens de 60 ans et moins, c'est des jeunes. Là. On va la laisser préciser le truc, mais je pense que les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit aujourd'hui que ce que nous, on porte comme préjugés. Souvent, moi dans mon coming out ou dans mon chemin d'acceptation, les pires préjugés que j'ai eu à rencontrer, c'était les miens. C'était pas ceux des autres. C'était ma propre transphobie, ma propre homophobie, ma propre peur de réalités qui finalement ne se sont pas présentées. Puis, je dirais aux jeunes, là, il y a tellement, puis il n'y a pas juste la communauté LGBT, tu sais, c'est vrai qu'aux îles, comme je crois que c'est Joanie qui l'a mentionné pour l'Abitibi, là, que finalement, il n'y a pas beaucoup de gens, là, tu te rends compte, on est deux dans une rencontre LGBT, ben, effectivement, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, mais il n'y a pas que la communauté LGBTQ Twin Spirit qui existe, il y a les alliés, il y a l'ouverture d'esprit des personnes qui sont hétérosexuelles, ou en tout cas cisgenres et bien dans leur relation de couple ou dans leur vie de célibataire, qui sont capables d'avoir tout à fait l'ouverture qu'il faut pour en parler puis ouvrir les esprits. Puis je pense qu'il n'y a pas juste la communauté, en fait. Merci beaucoup, Élise. Je pense que Diane aussi voulait prendre la parole. Si j'avais un message pour les jeunes, ce serait plutôt de dire que d'honorer son vécu, d'honorer vos expériences et votre processus individuel. Sachez que votre vie est vraiment une vie importante et qui apporte au cercle, au plus grand cercle. Souvent, on n'est pas conscient du fait que notre vie touche plus que nous. Des fois, on devient conscient de ça, ça devient plus apparent comment on a eu un effet sur les autres. Mais souvent, on ne voit pas l'effet qu'on a sur les autres. Alors, vraiment, que votre énergie, votre vie contribue à la vie en général. Que le développement et tout ce qui arrive a un processus individuel aussi, que ce soit dans nos communautés, nos familles, dans la communauté LGBTQ, et qu'on ne peut pas vraiment forcer le changement. Que le changement vient quand c'est le bon moment. Mais le fait de vivre sa vie, de faire ce que vous avez fait, de vivre sa vie ouvertement, mène à des changements qu'on ne voit pas toujours. Un changement d'attitude, changement de valeur. C'est tout là et que de savoir que lorsque vous vivez votre vie, que vous vous rendez, que vous êtes vraiment de confort chez vous, vous émettez une énergie très différente qui rassemble les gens même, hein, qui sont attirés par cette énergie. Merci beaucoup, Diane. Diane, si je peux renchérir, j'ai eu exactement ça. J'ai eu des gens qui sont venus me voir suite à mon coming out juste pour me dire, Élise, moi, je ne suis pas trans, je ne suis pas gay, je suis bien dans mon genre. Mais de voir que toi, tu fais quelque chose pour améliorer ton sort, pour te sentir mieux, ça me fait me poser la question, qu'est-ce que moi, je pourrais faire pour améliorer mon sort, pour me sentir mieux? Effectivement, je l'ai entendu à une ou deux reprises, mais comme tu dis, ça doit se répercuter à plusieurs dizaines de fois. Puis oui, ça change quelque chose. Ça fait que chacune des régions est influencée positivement. Vraiment. J'aimerais renchérir là-dessus, sur ce qu'Élise vient de dire et autres. J'aimerais remercier toutes les personnes qui antérieurement, personnalités, etc., qui ont fait des coming out publics, qui nous ont apprises qu'on n'était pas malade, qu'on n'était pas seul. Je me rappelle d'un
d'un petit épisode de télévision à un moment donné où une personnalité contait comment elle agissait suite à une compétition sportive pour aller se dépêcher de revêtir ses bas nylons, son soutien-gorge en dessous de son habit pour aller recevoir une médaille. Quand j'ai entendu ça, c'était une révélation. Parce que moi, je vivais ça, caché comme ça un peu, des sous-vêtements féminins et tout. Et je ne suis pas seul. Puis je pense que c'est important de toujours donner ce message-là. On n'est pas seul. Alors, les autres qui nous écoutent, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas malade, vous êtes normaux dans une normalité externe à la cis-normalité. Mais oui, puis vraiment, puis regardez comment toutes les personnes qui vous parlent aujourd'hui sont bien dans leur peau. Merci, Madame Claude. Joanie, Bianca, je ne sais pas si vous vouliez aussi transmettre Bianca, oui. En fait, moi, j'utilise souvent des phrases clés. Oui, je suis capable d'être concise, mais des fois, je le suis un petit peu moins. C'est un petit défaut. En fait, c'est peut-être même une qualité dans certains contextes, mais cette fois-ci, je vais être concise. Étant mère, justement, et puis côtoyer des enfants dont leur exception les rend exceptionnels, ça m'a ramené finalement à l'importance de un peu dans ce que Diane mentionnait, de cultiver d'honorer son propre vécu, son propre rapport à notre mission et ce qu'on porte. Alors, effectivement, cultiver cette belle différence parce que c'est cette belle différence-là qui fait effectivement la différence en termes et puis d'accès à plus de droits. Hein. Souvent, on réalise, c'est rarement, si on étudie un peu au minimum l'évolution des mouvements sociaux, l'évolution des droits, c'est rarement la majorité qui font avancer les droits en raison du fait que quand on est bien avec nos privilèges, on les remet rarement en question. Alors, ne me remettez jamais en question votre belle différence parce que c'est ce qui fait vraiment la différence dans nos sociétés. Puis, allez chercher l'appui, le support que vous avez besoin pour que cette différence-là en soit une positive pour vous. Merci, Bianca. Joanie. Oui, je pense que le plus important a été dit. Là. Je ne peux pas faire mieux que les messages qui ont été dits, mais souvent, j'ai déjà dit à des amis, l'important, ce n'est pas que tu restes ou que tu partes, c'est que tu partes pour les bonnes raisons et que tu ne restes pas pour les mauvaises raisons. Donc, c'est de suivre son cœur, c'est de voir exactement est-ce que je vais vraiment être mieux ailleurs si au final, avec ce avec quoi je ne suis pas bien, c'est avec moi-même. Le lieu ne changera pas ça nécessairement, même que peut-être qu'au contraire, ça va me faire perdre mes repères ou mon réseau de soutien. Alors que ça peut être l'inverse aussi, peut-être que mon réseau de soutien il est absent, que je peux aller m'en bâtir un ailleurs. Fait que ça dépend vraiment du contexte, c'est juste de se poser la question, comme je disais, est-ce que je pars pour les bonnes raisons ou les mauvaises, ou est-ce que je reste pour les mauvaises raisons ou les bonnes? Fait que se poser cette question-là, puis essayer d'y répondre avant de faire ce choix-là. Merci vraiment beaucoup à vous tous pour vos généreux partages. C'était vraiment touchant et inspirant de vous entendre parler de votre région avec autant d'amour et de manière aussi positive. J'ai vraiment adoré ma première expérience à l'animation d'un panel. Je suis contente d'avoir fait ça avec vous. Maintenant, je vais inviter les personnes du public à nous envoyer vos questions, commentaires afin que je puisse les poser aux panélistes. Donc, on a une première question. Ma question s'adresse à Diane. Je suis une jeune femme autochtone qui explore l'ampleur de sa queerness, autant en termes d'orientation sexuelle que d'identité de genre. Pourriez-vous partager un peu sur comment vous en êtes venu à vous identifier comme Two-Spirit et comment votre communauté a-t-elle accueilli votre identité? Alors, je voulais répondre en disant que j'ai bien aimé l'expression qui est ressortie du continuum identitaire. Pour moi, le processus identitaire se poursuit toujours dans ma vie. Être Two-Spirit se définit individuellement, comme pour toutes vos identités.
ce qui est important pour moi, ou ce qui est important, c'est vraiment de devenir consciente de l'histoire des Two-Spirit dans les communautés autochtones avant l'arrivée des Européens et avant l'imposition de nouvelles valeurs. Dans nos langues, les cérémonies, il y avait toujours une place ou un rôle important pour les Two-Spirit et qui ont été effacés ou devenus invisibles avec la colonisation. J'ai eu la chance de rencontrer d'autres individus qui cherchaient aussi leur identité dans les communautés autochtones. Et avec le partage d'expériences, avec le partage d'informations, de connaissances, on a commencé à penser autrement que juste l'identité de genre ou l'identité d'orientation sexuelle. Alors, on a commencé vraiment à chercher plus d'informations. Et oui, c'est certain que ça l'aide beaucoup quand il y a des aînés qui ont la chance de nous en parler et de voir comment la colonisation a eu tellement un effet sur la façon qu'on se perçoit. Et qui a fait vraiment la possibilité de s'impliquer et de développer un rôle dans les communautés. Il y a beaucoup plus d'ouverture maintenant d'en discuter. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de recherche qui se fait. Alors, c'est une question de prendre la chance pour créer un lien, une relation, soit avec le matériel, les ressources qui sont là, ou comme Mme Claude l'a dit tantôt, d'aller trouver les ressources, les organisations, ceux qui sont là pour nous, ou de parler un à un, sur un à un avec quelqu'un qui en connaît peut-être juste un petit peu plus sur ce que c'est d'être Two-Spirit. Hein? Mais vous allez développer votre définition personnelle comme personne Two-Spirit et le rôle que vous allez jouer. Alors, nous, on dit quand les enfants sont nés, on a tous un rôle à jouer dans les communautés, dans la vie. Et que la vie, en effet, nos expériences sont vraiment mis dans notre cheminement pour être capable de nous diriger vers ce rôle, pour être capable de découvrir ce rôle. Alors, de savoir que vous avez un processus, et oui, que ça va suivre naturellement le cheminement que ça devrait faire et qu'il va y avoir le long de la route des contacts, des ressources, des personnes qui vont venir vous toucher, d'autres cercles qui vont vous toucher, qui vont vous aider à vous définir et de trouver votre place. Merci beaucoup, Yann. On a également beaucoup de commentaires à votre égard aux panélistes, là, que c'était un super panel, vous étiez vraiment pertinente, c'était très intéressant, c'était émouvant. Simplement pour vous dire que j'ai énormément apprécié vos témoignages authentiques, émouvants et pleins de sagesse. Merci tellement, bravo à vous, bravo à Savie d'avoir organisé cet événement. Merci pour ce beau partage. En tant qu'allié, je trouve vos paroles très inspirantes. On a aussi une question pour tout le monde, en fait. Tout d'abord, merci à tous pour ce panel incroyablement pertinent. Ma question, quelles actions pourraient être entreprises par les gouvernements de proximité, municipalités, villes, MRC, pour avoir un impact positif sur la vie des personnes LGBTQIA2S en milieu ruraux? Alors, j'ai une opinion là-dessus. Oui. Les organismes, tous les organismes, là, je parle vraiment pour tous les organismes dans les municipalités externes aux métropoles, qui sont Québec et Montréal, n'ont pas de subventions. Les subventions sont toujours données aux grands centres, toujours données aux grands centres. On n'a pas de sous pour travailler. Chez nous, on aurait besoin d'intervenants chez Diversité 02 pour aider le directeur général qui, lui, se ramasse. Ce n'est pas un intervenant, mais il est pris
à répondre. Ça vient veut pas, il y a un bout il est obligé de faire de l'intervention. On a besoin de professionnels, mais on ne peut pas les engager. On n'a pas de sous. Et quand on va vers le public pour essayer de se faire aider, bien, ils n'ont pas le temps. Vraiment, là, on a besoin d'intervenants, on a besoin de spécialistes. Et à tout point de vue, si on parle des personnes trans, là, à tout point de vue, je ne sais pas comment ils pourraient faire. Je sais qu'il n'y a pas d'argent, on n'est pas prioritaire, mais il y a des besoins, autant en soins mentaux. Essayez d'avoir un endocrinologue. Essayez. Même à Montréal, c'est rendu une difficulté parce que tous les gens de région s'en vont à Montréal pour essayer d'avoir les services. C'est saturé. Il faut vraiment, là, il faudrait avoir à un moment donné, là, justement, une rencontre interprovinciale. Tous les intervenants de tous les regroupements avec les représentants du gouvernement, puis de faire une table ronde, puis vraiment redéfinir toute la façon de faire, que ce soit des subventions, comment former des professionnels, comment avoir plus d'ouverture. Je sais que les praticiennes peuvent, elles, donner certaines prescriptions et tout. Les besoins sont énormes. J'ajouterais là-dessus de respecter la différence en région, hein? De respecter comment faire en région plutôt que d'imposer ce qui se passe ailleurs et de penser que ça va être le même. Hein? Il y a Bianca aussi, je pense, qui a ajouté quelque chose. Moi, j'aimerais quelque chose de tout simple, accroître la représentativité. C'est-à-dire dans un rapport annuel de la ville ou dans les documents, quand on fait de la représentation des familles, mettez des visages qui permettent aux familles de se reconnaître, aux personnes de se reconnaître aussi dans l'utilisation que ça, évidemment, on parlait tout à l'heure, on a une super belle présentation au niveau de l'utilisation de la photo, comment on peut s'assurer d'avoir cette représentativité-là, même aussi dans les discours, dans les textes, de s'assurer qu'on nomme nos réalités, qu'on n'est pas invisibilisé dans les discours, dans les prises de parole, que ça devienne quelque chose de commun, d'entendre parler de familles issues des communautés LGBT, queer, trans, que ça fasse partie, qu'on puisse se représenter. Parce que, évidemment, on peut des fois de manière inconsciente, on parle des biais inconscients, d'imposer un certain universalisme dans nos pratiques, dans nos manières de faire, pas nécessairement pour mal faire, mais en n'étant pas conscient effectivement qu'on fait partie d'un groupe qui est plus représentatif, ben, on invisibilise certaines personnes qui demeurent extra marginalisées. Merci, oui, Joanie. C'est si peu coûteux pour une municipalité de faire mention des minorités sur son territoire, que ce soit des personnes autochtones, des personnes racisées, des personnes de la diversité sexuelle, sur un site Internet ou dans un discours, ou de lever le drapeau LGBT lors de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est si peu coûteux et c'est si peu demandant, mais parfois ce sont des petits gestes qui, nous, les personnes de la communauté, on va le voir. On va le voir, on va les voir, les petites affaires, parce que ça va nous rejoindre ou ça va nous toucher. Et c'est si peu coûteux ou demandant pour, des fois, les municipalités de juste inclure dans un discours, ou de juste, nous, on va la remarquer, la mention. Probablement que monsieur et madame tout le monde ne vont même pas remarquer qu'ils ont mentionné ça, mais nous, on va le remarquer. Fait que, tu sais, c'est des petits gestes qu'il faut qu'il y ait des gens dans ces réseaux-là, dans les conseils municipaux qui disent « Hey, ça serait important, ne serait-ce que dans nos règlements généraux, de dire qu'on se positionne contre le racisme, le sexisme, contre l'homophobie, la transphobie. » C'est des petits détails qui font une différence parce qu'ils vont être remarqués par certaines personnes et ça met une base. Ça ne change pas tout, tu sais, je veux dire, c'est pas juste le fait de l'écrire ou de lever le drapeau qui va changer toutes les mentalités, mais ça met une base visible, écrite, qui envoie un message. Encore là, est-ce que le message va être entendu puis appliqué? Peut-être pas, mais ça met une base. C'est tellement des petits gestes
simple et peu demandant que je crois que ça serait la moindre des choses. Si les municipalités veulent s'engager envers les communautés, je crois que ça serait la moindre des choses de commencer par ces petits gestes-là. Merci beaucoup, Joanie. Donc, je vais juste ressouligner qu'il y a encore des commentaires qui sont rentrés là, pour vous remercier pour le panel. On a Marie-Pierre aussi qui est très heureuse de voir de la représentation des îles. Donc, Élise, merci. J'ai pas d'autres questions qui rentrent de la part du public. Donc, ceci mettrait fin à notre... Oh, Élise? Et si tu permets, je peux peut-être juste considérer sur qu'est-ce que Joanie vient d'amener. Bien sûr. Tu sais, la levée du drapeau, là, c'est tout con, mais dans une petite municipalité, quand la municipalité lève le drapeau LGBT, puis je ne sais pas, je ne suis pas connaissante en lien avec la parentalité LGBT aussi, est-ce qu'il y a des journées où la municipalité pourrait aussi lever le drapeau plus souvent? Je pense que ça amène vraiment... ça normalise énormément auprès des gens qui ne sont pas sensibilisés à ces enjeux-là. Je prends l'exemple ici d'une petite municipalité à côté des îles de la Madeleine. Il y a l'île du Prince-Édouard, puis l'île du Prince-Édouard l'année dernière, il y a 2 ans, il y a une municipalité de l'île du Prince-Édouard qui a décidé de ne pas lever le drapeau LGBT la journée contre l'homophobie et la transphobie sous prétexte qu'il n'y en avait pas de gays dans leur région. Donc, de ne pas le faire, ça envoie un message qui est beaucoup plus violent et dangereux que de le faire. Donc, vraiment encourager les municipalités à le faire. Et puis des fois, on met beaucoup le dos sur les municipalités, les gouvernements, mais il faut se prendre en main nous-mêmes, puis faire, nous, chacun, les petits pas qu'on est capable de faire. Donc, d'afficher un logo de la diversité chez soi, dans son commerce, c'est positif. Ne serait-ce que pour les personnes trans, tantôt, Madame Claude l'a mentionné, on n'a pas accès à des soins en psychologie ou en endocrinologie parce que dans un parcours trans, il y a nécessairement une partie là, en psychologie qui doit se faire. Mais il y a aussi tout l'accès à des soins qui sont non couverts par le gouvernement. Je pense entre autres à l'électrolyse ou le laser, donc l'ablation des poils faciaux, qui est quand même un gros enjeu puis qui n'est pas du tout couvert chez les femmes trans, en tout cas. Et qui, dans mon coin, ça a été difficile pour moi de me trouver une esthéticienne qui était juste à l'aise de me recevoir en tant que personne trans. Puis je connais des gens qui ne sont pas capables d'avoir accès à des soins d'électrolyse. Donc, visibiliser les alliés, ça serait vraiment une bonne piste de solution là, pour aider les gens, la communauté. Madame Claude. Oui, Élise a amené un sujet. Je ne pensais pas qu'on irait là aujourd'hui. Je ne peux comprendre. Elle parlait de l'électrolyse. On a chez nous une personne très trans-friendly, ça c'est parfait, mais c'est des coûts extraordinaires. Et je vais vous dire une chose. La seule chose qu'on nous offre, c'est la chirurgie du bon. Hein? Donc, la chirurgie de réaffirmation. Mais je ne trouve pas que c'est ça qui me réaffirme, moi. En partant, je vous ai dit précédemment qu'au travail, l'année dernière, je n'étais pas prête. Pourquoi? Les poils au visage. J'avais trop de poils au visage. Non, c'est impensable. Qu'est-ce que les gens voient chez une... Là, on tombe vraiment parler juste d'été, mais quand même. Qu'est-ce que les gens voient en premier chez les femmes trans? La barbe. Hey, on devait de raser ça, là, se blesser pour pas que ça paraisse, à mettre du dermablène puis toutes sortes de cochonneries. On a 3 pouces d'épais. Ça, je trouve, c'est prioritaire. Deuxième chose, les seins. C'est bien plus... C'est drôle que dans le sens contraire, ils enlèvent les seins, mais nous, ils ne nous en mettent pas. Je ne sais pas, là, je pense que le problème est identique pour la femme que pour l'homme. L'homme, c'est en trop, puis la femme, on en a besoin. On doit mettre des menteries et tout. Je pense que mon corps féminin serait vraiment féminin si j'avais les seins. Mais non, on me dit, on t'enlève ce qu'il y a entre les jambes, ce qui paraît le moins. En tout cas, merci Élise d'avoir ouvert cette porte-là. Le message est clair. Épilation, les seins et la réaffirmation.
Merci beaucoup, Madame Claude. Et pour celles qui ont des traits masculins aussi. Et d'ailleurs, il y a une chose que je ne comprends pas. En France, ils paient tout. La féminisation du visage, etc., mais ils ne les acceptent pas. Le monde à l'envers. Merci. Merci beaucoup pour tous vos témoignages puis vos messages importants. Juste avant que je cède la parole à Martin, qui voudrait prendre 2 minutes pour conclure avec nous, je voulais vous rappeler que la journée va se poursuivre à 13h avec la conférence d'Isabelle Côté et Marianne Schwatt. Le lien Zoom pour la conférence de cet après-midi, c'est le même lien sur lequel on est connecté présentement. Donc, si vous préférez le laisser ouvert pendant le 2 heures de pause, c'est très correct aussi. Puis c'est directement sur ce lien-là que va reprendre la conférence de cet après-midi. Merci à tous d'avoir été là. Et je cède maintenant la parole à Martin Blais qui voulait adresser quelques mots pour conclure. Merci Marie-Christine. Wow! Chaque année, notre panel est vraiment un moment fort. Puis cette année fait certainement pas exception. Peut-être que parce que je suis né et que j'ai habité la Gaspésie pendant 20 ans, vos témoignages m'ont particulièrement touché personnellement. Vraiment, ça a été un baume de vous entendre. J'oserais même dire que c'est une expérience qui guérit des zones meurtries chez nous qui avons le privilège, mais vraiment le grand privilège de vous avoir entendu aujourd'hui. Votre sagesse change le monde, vraiment. Je vous en remercie. Et à voir les commentaires qui ont été reçus dans la zone de clavardage, je sais que je ne suis vraiment pas le seul à le penser. Marie-Christine, merci beaucoup pour ton animation exceptionnelle, attentive, tellement respectueuse des panélistes. Donc, merci. Avant de vous laisser partir, je me rends compte aussi qu'on a oublié de vous présenter nos artistes invités. Donc, Michel et Simon, ils vous ont un peu parlé d'elle-même. Alors, ils sont de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Simon est une photographe. Michel est écrivain. Et elles ont collaboré pour co-créer leur œuvre Rebâtir le ciel, qui fait la rencontre de leurs passions respectives, donc la littérature et la photo, et qui vise à faire entendre les réalités des personnes issues des communautés LGBTQIA2S+, qui habitent en région ou qui l'ont quitté. Alors, j'ai dit hier en ouverture que le projet CVI LGBTQ valorise une diversité de formes de savoir. Je pense que l'expérience artistique en est une qui nous rejoint d'une manière unique. Alors, merci à Simon, merci à Michel, ainsi qu'à nos panélistes pour avoir partagé leurs expériences avec nous aujourd'hui et on vous attend à 13h. Bonne période de lunch.